Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Rien ne doit être exclu. Ces mots ont fait bondir dans de nombreuses capitales européennes et mondiales et les réactions se sont multipliées. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé, ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien, a assuré Olaf Scholz, le chancelier allemand. Se joue une bataille sous-jacente au niveau de l'opinion publique. Elle est en train d'évoluer négativement si on se situe du côté de l'Ukraine, et plutôt positivement si on se situe du côté de la stratégie de cyberpropagande ou des actions cybernétiques menées par la Russie. Le président s'est de nouveau heurté à une vive opposition, sinon désapprobation de la part des différents partis à l'idée d'envoyer des troupes sur le terrain. À la sortie de l'Élysée, Fabien Roussel du PCF rapporte qu'Emmanuel Macron leur a expliqué qu'il n'y a aucune ligne rouge, aucune limite au soutien de la France à l'Ukraine. Manuel Bompard de la France Insoumise a déclaré, je cite, « Je ne veux pas vous raconter d'histoire. Je sors avec plus d'inquiétude. Le président de la République ne semble pas prendre la mesure du risque que ferait courir un entêtement dans cette voie militaire. » Raphaël Glucksmann, le candidat de la coalition autour du PS aux élections européennes, qui demande justement, qui propose que les pays de l'Union européenne, la France en particulier, basculent dans l'économie de guerre. À vous écouter... C'est facile de le dire ainsi. On ne bascule pas dans l'économie de guerre. Surtout quand on n'est pas en guerre directe, c'est très difficile de le faire. Parce que l'économie de guerre, c'est quand même des sacrifices. Déjà, l'économie de guerre telle que c'est actuellement en Russie, c'est une augmentation de 70% du budget de la défense, c'est 30% des dépenses fédérales, et c'est un PIB consacré à la défense de 6%. Est-ce que les Français sont prêts à mettre plus de 2%? Glucksmann, son appareil, là c'est le Parti socialiste, mais c'est quand même purement opportuniste. C'est une prise de guerre, entre guillemets, d'un PS un peu fatigué, mais il aurait pu être pour quelqu'un d'autre. Raphaël Glucksmann, il est de gauche comme moi, je suis pas. Moins vous avez de collègues, plus vous avez de classes surchargées, parce qu'en fait, on rebascule les effectifs, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça s'inscrit dans une période où le ministère a accepté une coupe budgétaire de 692 millions d'euros qui vont avoir un impact sur beaucoup d'emplois. Et du coup, en fait, là, les revendications du plan d'urgence 93, elles sont progressistes, parce qu'en fait, elles demandent des emplois, là où le ministère nous annonce qu'ils vont fermer. En résumé, c'est un plan d'urgence pour l'éducation. Donc, c'est une campagne qu'on a menée avec l'intersyndicale 93, avec la CGT, la FSU, Sud Éducation et la CNT. Et on a chiffré les besoins à la fois en termes de personnel et à la fois sur le bâti scolaire. Vous savez, le modèle libéral, c'est un modèle individuel. C'est basé sur l'individualisme. Et un tas de choses a changé dans ce sens-là. Par exemple, vous regardez la tarification des transports. Pendant très longtemps, c'était une tarification qui était unique, qui était réglementée. Puis maintenant, c'est une tarification plutôt dynamique en fonction de quand tu prends ton billet, à quelle heure, à quel moment pour l'avoir moins cher. Donc, toute notre vie a été soumise à des formes d'individualisation pour avoir le prix le moins cher, d'individualisation dans les discours sur la carrière. Et on fait comme si on était finalement des gens sur qui le fonctionnement de l'économie n'avait pas d'impact. Et le résultat, on le voit de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la question du modèle social, plus personne n'y comprend rien, plus personne n'y croit vraiment. Tout le monde part du principe que c'est à toi de t'en sortir, que quand on veut, on peut. Et le résultat, il est là. C'est que même parfois dans des gens qui vont être dans les classes populaires, mais parce qu'ils vivent déjà cette vie. Ils ont moins de services publics, ils sont en auto-entrepreneurs. Donc pour eux, déjà, ils sont dans l'état d'esprit où le travail ne dépend que d'eux et qu'il n'y a plus de sécurité. On a trop tendance à penser que le 8 mars c'est une fête, alors qu'en réalité c'est une journée de lutte et de mobilisation, de combat pour gagner l'égalité entre les femmes et les hommes. La CGT, comme 5 centrales syndicales, appelle aujourd'hui à participer massivement parce qu'on appelle à la grève féministe. Pourquoi on appelle à la grève féministe? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, les femmes sont payées 25% de moins que les hommes
et les femmes ont des retraites en moyenne de 40% inférieures. C'est né d'une grève d'ouvrières de femmes à Petrograd en 1917 qui réclamaient la fin de la vie chère. Donc c'est vraiment l'articulation de la grève et de la lutte des femmes est historique. Reste que la reconnaissance de la grève féministe comme une journée de grève, c'est depuis 2018. Donc finalement c'est plutôt récent et ça s'associe à une période particulière qui est la vague MeToo. Et donc on a vraiment un mouvement, une vague féministe assez forte. Donc c'est l'occasion en fait de marteler, de porter sur le devant de la scène les revendications féministes. It's important to be here because you know the government of France support the war on Gaza. It's good to be my Palestinian people know there are other comrades who refuse the genocide in Palestine, and we are not alone. There are people in France will support us, and they will struggle to stop the genocide. Au nombre de 52 000 dans la bande de Gaza, selon l'OMS, les femmes enceintes subissent un système de santé exsangue, selon Raphaël Pitti, médecin français. Quand les femmes ont accouché, elles se remettent debout et leurs familles viennent les chercher. Il rappelle la difficulté de quantifier la surmortalité des femmes enceintes qui est évoquée par plusieurs médecins. Des femmes accouchent dans la rue ou à même le sol à l'hôpital. L'hôpital de Gaza, spécialement celui-là, il ressemble plutôt à un village où il y a 20 à 25 000 personnes qui sont venues se réfugier à l'hôpital, pensant toujours qu'un hôpital ne sera pas attaqué et qu'il serait en sécurité. Qu'à l'hôpital, il y a de l'électricité, parce que dans la ville, c'est noir après le coucher du soleil. À l'hôpital, il y a un peu d'eau. À l'hôpital, on peut trouver toujours des choses à manger. À l'hôpital, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir après avoir été opérés. Et tout autour de l'hôpital, les gens pensent qu'ils sont en sécurité parce que toujours, l'hôpital ne sera pas bombardé directement. On a vu beaucoup de choses depuis le 7 octobre, y compris le 7 octobre. Mais là, on arrive, je dirais, à l'absolue négation. Quand on en vient à tirer sur des foules affamées qui sont promises à la pire des famines et que l'on dit ensuite, et l'horreur a une suite, c'est le commentaire du porte-parole de l'armée israélienne qui a le cynisme, la mauvaise foi de dire que l'armée israélienne n'a rien contre les Gazaouis, mais uniquement contre le Hamas. Au même moment ou presque, autre face de ces horreurs, le Pentagone. Le Pentagone, ce n'est pas des islamo-gauchistes, ce n'est pas des wokistes. Le Pentagone a annoncé que 25 000 femmes ou enfants ont péri sous les bombardements. Et à part ça, de sang-froid, cet officier nous dit « nous n'avons rien contre les Gazaouis ». Je n'ai pas pu m'empêcher là, à l'instant, d'avoir un rictus, tellement on est dans l'absurde, mais c'est un absurde, je dirais, terriblement effrayant. La Jordanie prévient que la poursuite de la guerre contre Gaza pendant le mois sacré du Ramadan ne ferait qu'aggraver la menace d'une extension du conflit. Le Qatar craint également un embrasement dans la région qui a déjà fait plus de 30 600 morts depuis le 7 octobre. Je crois qu'il faut se réveiller parce que les gouvernements ont plus ou moins réagi de par le monde, généralement avec la formule magique de circonstance qui est « nous exigeons une enquête approfondie ». Ça, c'est un propos qu'on va entendre 24 heures. Et après, ça sera recouvert par le sable des Jeux olympiques, de la Ligue de football, de telle ou telle péripétie préélectorale sur la scène politique française. On ne peut plus. Il faut dire non. Il faut absolument se dresser, je reprends une formule que tu reconnaîtras au passage, quoi qu'il en coûte, pour arrêter cela. Parce que sinon, si nous n'avons pas ce comportement de solidarité avec ces humains qui tombent dans l'anonymat, qui n'ont même pas de visage, eh bien, un jour, nous ne pourrons même plus nous regarder dans la glace.